Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Dans quelques secondes, Vivons naturel avec le conférencier écrivain Gilles Lartigot qui a écrit un livre Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. C'est dans quelques secondes, c'est Vivons naturel. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Gilles Lartigot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, conférencier, vous êtes un défenseur de la nature et du bien manger. Vous avez publié un livre, Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage? C'est des enquêtes que j'ai menées en fait dans la protection animale. Avec mon épouse, nous avons fait des enquêtes, notamment dans le milieu de l'exploitation des lévriers, qui sont des chiens, des galgos, qui sont exploités dans le sud de l'Espagne pour la chasse aux lévriers en fait. Je me suis rendu compte en fait de l'exploitation des animaux lorsque vraiment on nous a amenés, suite à ces enquêtes d'investigation, dans le milieu de l'élevage industriel. Et là j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et suite à ça, donc j'ai rencontré un professeur émérite qui m'a informé sur la toxicité de notre alimentation, que c'est vraiment notre alimentation le principal facteur de nos maladies aujourd'hui. Et suite à ça, donc j'ai continué à enquêter dans le milieu de l'industrie agroalimentaire, parce que c'est vrai que la viande industrielle aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La véritable problématique, c'est que notre société a changé de mode alimentaire ces 60 dernières années. On l'a totalement transformé, on l'a beaucoup plus changé que ces 5 derniers millions d'années. Donc notre corps aujourd'hui ne reconnaît plus les aliments que nous consommons. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie vraiment de communiquer ces informations avec un livre qui est certes atypique, tant au niveau de sa forme, de son écriture, de sa couverture, et qui est devenu un best-seller maintenant depuis sa sortie, il y a à peu près 1 an et demi. J'ai écrit ce livre au Québec, je suis revenu en France avec mon épouse pour commencer à faire des conférences, et je me suis rendu compte de l'immense enthousiasme des Français qui sont aujourd'hui très conscientisés par rapport à cette problématique-là. Alors nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avions réalisé plusieurs émissions, notamment avec Sylvie Simon, Claire Sévrac et d'autres intervenants sur la malbouffe, sur le fait que la société devenait de plus en plus toxique. Aujourd'hui, que faut-il faire ou ne pas faire pour s'en sortir? C'est assez simple, en fait, il faut reprendre la main sur notre alimentation et se remettre à faire la cuisine. Malheureusement, les industriels, eux, ont pris la main parce qu'on manquait de temps. En fait, aujourd'hui, on manque de temps, surtout pour faire les choses importantes. Et il faut reprendre la main, en fait, sur notre alimentation. Donc, aller prioritairement acheter nos produits sur les marchés paysans. Et en France, vraiment, je tiens à le dire, on a une immense chance, c'est que dans toutes les villes, les villages de France, il y a des marchés paysans au moins une fois, voire plusieurs fois par semaine. Donc, il faut absolument aller acheter aujourd'hui nos fruits, nos légumes, auprès de ces gens-là qui sont en fait des producteurs locaux. Il y a beaucoup d'avantages. Outre le fait de promouvoir et d'aider ces producteurs locaux, donc à travailler, on a accès à de la nourriture saine. Donc si possible bio, bien entendu, donc sans pesticides ni engrais, parce que ça aussi c'est vecteur de maladies, mais aussi on va manger local et on va manger de saison. Parce qu'en fait nos besoins nutritionnels diffèrent selon les saisons. On ne va pas manger la même chose l'hiver que l'été. Et très souvent, lorsqu'on va dans les supermarchés, on achète toujours les mêmes choses. Ce qu'on achète le plus souvent, c'est des tomates. Les tomates, on les mange que l'été, n'est-ce pas? Parce que notre corps en a besoin. Et notre corps a besoin de l'hiver, mais par exemple, plus de légumes racines, de nourriture un peu plus, je dirais, qui tiennent un peu plus au corps. Voilà, donc on est en train de passer un cap là avec l'automne, on va avoir donc des nouveaux légumes, et tous ces légumes en fait on les trouve sur les marchés paysans. Donc il faut essentiellement manger des légumes non transformés, éviter autant que faire se peut d'aller au supermarché et d'acheter des plats cuisinés, parce que justement ces plats cuisinés,
sont aujourd'hui des produits qui sont hautement transformés. Alors, il peut y avoir aussi des plats cuisinés bio, mais c'est la même chose. Moi, je fais une grosse différence entre le bio industriel, les produits transformés, que en fait, les produits qu'on va faire soi-même dans sa cuisine. Pour ça, il va falloir se dégager du temps pour faire ses courses. Je dirais que c'est un petit peu plus long que d'aller au supermarché, parce qu'on n'a pas tout à la même place. D'acheter principalement des produits non transformés. Beaucoup plus de végétaux. Il faudrait que notre bol alimentaire soit composé au moins de 80% végétal. Donc moi je mange pas de viande aujourd'hui parce que j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. On en reparlera tout à l'heure. Mais en fait je suis pas un militant anti-viande. Je dis aux gens de bien faire attention, d'acheter de la viande qui a été élevée selon des conditions normales, c'est-à-dire de la viande bio. Oui. Aujourd'hui, 98% de la viande qui est vendue est une viande industrielle. Donc il faut dire vraiment aux auditeurs que cette viande est toxique pour plusieurs raisons. Parce qu'on donne des antibiotiques à nos bovins, à nos volailles, à nos porcs, parce qu'ils vivent dans des conditions concentrationnaires. Donc si on est dans une société avec un peu de moralité, on ne peut pas cautionner ce genre d'élevage. Et on nous dit que la viande est bonne pour notre santé. C'est pas forcément vrai, et surtout pas cette viande-là. Donc il faut en manger moins souvent. Donc manger beaucoup plus de végétaux, et puis essayer de pas manger uniquement par goût et par gourmandise, de manger pour avoir des éléments vitaux, qui sont les minéraux, les vitamines qu'on trouve bien sûr dans les produits crus. Donc consommer des fruits et des légumes crus. Voilà, donc tout avec cet ensemble de choses, si on arrive après à éviter, je dirais là, la vraie gourmandise, avec peut-être des sodas, avec des gâteaux, avec tous les chips et des produits qu'on nous vend pour l'apéritif. Oui, tout ce qui est bleu, blanc, rouge, vert, toutes les couleurs. Peu importe l'origine, le pays, même du Made in France. Vous savez, aujourd'hui, comme je dis un petit peu dans mes show-conférences, l'aile ou la cuisse, c'est devenu une réalité, quoi. Tricatel est partout. C'est réellement ça, quoi. Alors, nous avions fait il y a quelques années une émission avec Jacqueline Bousquet qui nous disait que quand on mangeait la viande, on mangeait la souffrance, on mangeait les vibrations des animaux qui sont en souffrance. Effectivement, moi je suis pas sur ce terrain qui est un peu plus dans le domaine du spirituel. Bien sûr que je me suis rendu compte de ça, parce que lorsqu'on mange moins d'animaux ou lorsqu'on n'en mange pas, sincèrement, on a une autre perception des choses. Et on se rend compte qu'en fait, la viande n'est pas vitale pour nous. Mais je répète encore, c'est pas vraiment le cœur du problème. Mais la viande a une particularité, c'est que c'est un aliment, en fait, qui provient d'un animal vivant. Qu'on a élevé aujourd'hui dans des conditions, je vous assure, qui sont totalement concentrationnaires. Donc forcément, c'est pas un animal qui a été heureux, qui a été vivant et qui a vécu, je dirais, librement. Voilà. Et on l'a donc tué. Souvent, on consomme des animaux qui sont malades. Et là aussi, ça a été un vrai choc lorsque je me suis rendu dans les abattoirs, où j'ai vu, certes, c'est dur, les animaux meurent, mais c'est un peu une libération pour eux. Voilà. Parce que un cochon, pendant 6 mois, il reste enfermé avec ses congénères. C'est pas une vie, quoi. Après, il y a Michel Odoul qui a écrit des livres remarquables aussi sur le sujet. En fait, que la douleur et justement ces neurotransmetteurs se communiquent en fait à travers la viande que nous consommons. Effectivement. Au point de vue du respect de la vie de l'animal, faut-il manger encore des animaux ou peut-on manger des œufs, par exemple? Dans mon livre, je parle jamais de végétariens ni de végétaliens, ou même des véganes. J'aime pas qu'on classe les gens dans je dirais une case avec une dénomination qui est pleine de préjugés, parce qu'aujourd'hui le végétarisme a totalement évolué, notamment par rapport à la problématique du lait. Donc certes, moi personnellement, je continue à consommer des œufs, par exemple, puisque j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une petite terre avec des poules. Donc on peut acheter des œufs, mais là aussi il faut choisir des bons œufs. Donc si possible, si vous avez accès à un fermier qui produit ses œufs, c'est l'idéal. Et encore faut-il qu'il donne une nourriture qui ne soit pas contaminée par les OGM. Bah oui, bio, tout à fait. Aussi, parce qu'on est ce qu'on mange, mais les animaux sont ce qu'ils mangent aussi. Bien sûr. Donc choisir des œufs, on a la chance en France d'avoir des codes, notamment le code 0, 1, 2, 3. Donc il faut consommer plutôt des codes 0, puisque c'est un œuf bio qui a été élevé en plein air. Et même lui, en fait, est pas forcément bon pour la santé, je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'œuf, il doit y avoir une balance d'oméga 3, d'oméga 6 qui doit être respectée. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'oméga 6 dans nos œufs. Pourquoi? Parce que nos poules, en fait, on leur donne beaucoup de maïs, tout comme les bovins, en fait. On consomme beaucoup de maïs. Dans le maïs, il y a des oméga 6, ce
que donc ce qui donne qu'aujourd'hui en fait avec on mange 50 fois plus d'oméga 6 qu'auparavant, et donc ça nous crée des inflammations parce que l'oméga 6 en fait est un mauvais acide gras. Et les œufs de poule en fait qui sont bien équilibrés, les œufs de poule fermiers où la poule va grignoter un petit peu la terre, il va manger des vers, va manger des épluchures de légumes, etc. Donc ça va être un œuf beaucoup plus enrichi en oméga 3 qui va nous donner en fait du bon cholestérol, qui va protéger nos artères. Et si on mange des œufs industriels par exemple, ben on va avoir du cholestérol. Donc vous voyez quand même que la problématique elle est profonde. Ah oui, oui, oui. Il y a œuf et œuf. Ouais. Comme il y a viande et viande. Bien sûr. Encore en France, on a la chance d'avoir encore quasiment 25 000 petits éleveurs. Vous vous rendez compte qu'il y en a 10% qui mettent la clé sous la porte, qui arrêtent leur activité tous les ans en France. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits parce qu'ils sont trop chers. C'est un problème de prix. Et ces gens-là, en fait, ils gagnent quasiment au moins de 800 € par mois. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et nous, consommateurs, nous avons le choix. Et ça, vraiment, il faut le dire aux auditeurs, il faut vraiment qu'ils l'entendent. C'est qu'on a toujours le choix. On a le choix de donner notre argent à un paysan ou à un éleveur en sortant des circuits de distribution. Parce que là aussi, le supermarché a fait beaucoup de mal. Le supermarché, c'est facile, on gagne du temps, mais on a rarement des produits locaux. C'est des gens qui prennent des marges, c'est normal, c'est leur activité. Mais moi, personnellement, je privilégie vraiment les achats locaux sur les marchés. D'accord. Alors, vous parlez des produits laitiers, lait, fromage, etc. seraient à la base de nombreux problèmes de santé et allergies. C'est vrai qu'on en entend parler souvent, hein. Les gens se plaignent d'allergies et ils se surprennent quand ils ont arrêté le lait et les allergies ou les problèmes de santé disparaissent. Oui, alors en France, c'est extraordinaire. On a encore un peu, je dirais, la liberté de dire ce que l'on dit. Heureusement. Pas sur tous les sujets, on s'entend bien là-dessus. Mais on a quelqu'un comme Henri Joyeux, par exemple, qui est un professeur extraordinaire, qui exerce au CHU de Montpellier, qui lui a pris à bras le corps la problématique du lait, où il nous explique, c'est son métier aussi, monsieur est cancérologue, il a presque 70 ans, que justement les problèmes sont liés à notre consommation de lait, de lait de vache. Pour plusieurs raisons, dont les facteurs de croissance qui sont aujourd'hui dans le lait, parce que avant, en fait, le lait, on le faisait bouillir. Oui. On retirait la crème, vous vous en souvenez de ça? Oui, la crème quand on était gamin. Et en fait, le professeur Joyeux explique que quand on fait bouillir le lait, en fait, on tue ces facteurs de croissance, qui sont au nombre de 3, pour faire grossir un veau 5 fois plus vite qu'un être humain. C'est-à-dire qu'il passe de 40 kg à 400 kg la première année. Donc tous ces organes grossissent, etc. Et nous, il faut comprendre que ces hormones de croissance, en fait, nous font grossir les organes. Et c'est pour ça qu'à 50 ans, on se retrouve avec une prostate de la taille d'une prostate de veau. Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique, plus les pesticides qui se trouvent dans le lait. Donc là aussi, on n'en parle pas, mais c'est tout à fait logique, puisque nos bovins aujourd'hui mangent du maïs qui n'est pas produit en France, qui est souvent importé. C'est du maïs OGM, parce que les OGM sont présents aujourd'hui sur le territoire français, il faut le dire. Vivons au naturel. Alors vous parlez des perturbateurs endocriniens. Quels sont-ils, ces perturbateurs, d'une manière générale ? C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement toxique. En fait, ça perturbe le système nerveux central. Ces facteurs de stérilité. Il se trouve qu'aujourd'hui, on va être stérile parce que nos enfants, même nous, avons beaucoup moins de spermatozoïdes que nos grands-parents. On arrive à une barrière aujourd'hui qui est dramatique, c'est-à-dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, une grande majorité sont stériles. Ça, c'est à cause des perturbateurs endocriniens qui provoquent aussi plein d'autres maladies chroniques et dégénérescences. Donc, ils sont présents dans notre environnement aujourd'hui de façon quasiment constante parce qu'on va les trouver dans les plastiques, par exemple. Tous les plastiques souples, en fait, les perturbateurs endocriniens sont des monomères qui permettent le liant, qui font le liant du plastique. Tous les plastiques souples, donc, ont des perturbateurs endocriniens. Et il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, en fait, migrent vers la nourriture lorsqu'ils sont chauffés. C'est le professeur Pierre-Marie Martin donc, qui a collaboré avec moi pour ce livre-là. C'est logique, oui. Et qui m'en informe. Et c'est là où je lui fais la remarque, mais pourquoi les industriels, par exemple, la marque Tupperware et d'autres, qu'on a tous fait chauffer au micro-ondes, un plat préparé, par exemple, pour pas citer une marque, n'importe laquelle, mais c'est du plastique, avec une feuille plastique qu'on trouve, vous voyez, dans la chaleur. Donc là, il y a une migration des perturbateurs endocriniens dans l'aliment. Et je dis, mais pourquoi les industriels ne nous avertissent pas? Attention, ne pas mettre au micro-ondes. Et là, il me dit la chose très juste, mais les industriels, ils se foutent de notre santé. Ils s'en foutent. Il faut qu'il y ait un scandale, je dirais. Il faut que ce soit le grand public, le consommateur. Il y a des organismes qui font ça aussi.
régulièrement. Vous vous souvenez de l'affaire du bisphénol A dans les tétines de biberon? Oui. Voilà, où là on entend notre ministre plaider la cause en disant non, mais il n'y a pas d'affolement. C'est jamais grave. C'est jamais grave. Alors, surtout là où je vivais, donc c'était au Canada, eux ils ont arrêté de suite, et là il a fallu attendre, je crois, janvier 2015. Mais après tous les produits importés aussi, c'est extrêmement dangereux, notamment tous les produits importés de Chine. Donc là, il y a peu de contrôle et bon, ils sont en pleine explosion, je dirais, au niveau de la société de consommation. Ils ont pas mal de retard à rattraper et donc ils produisent à outrance. Donc tous les produits chinois sont très dangereux, dont les plastiques. Voilà. Et les perturbateurs endocriniens, nous les trouvons dans les anciens gaz de combat qu'on utilise aujourd'hui comme pesticides. Ça aussi, il faut le dire, que les pesticides, en fait, sont des dérivés des gaz de combat et des insecticides qui étaient utilisés à des fins donc pour tuer en fait des humains pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient produites par une compagnie qui s'appelait Monsanto. Et Monsanto aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous vend? Des OGM et des engrais et des pesticides. Donc ça, en fait, c'est des perturbateurs endocriniens, donc c'est des facteurs carcinogènes. Et là, il y a de nombreuses études qui le prouvent. Et à savoir que les études qui le prouvent, tout comme qui prouvent aussi l'aspect cancérigène de l'aspartame, quoique j'ai entendu sur votre antenne Jean-Michel Cohen qui persiste à dire qu'il n'y a pas d'études contradictoires. Donc là, je vous dis à l'antenne que soit il est mal informé, ou c'est un menteur. Voilà, on gardera le bénéfice du doute. Il y a de nombreuses études qui prouvent que l'aspartame est carcinogène, tout comme les perturbateurs endocriniens et les pesticides, etc. Toutes ces études-là proviennent de chercheurs indépendants. Parce que c'est ça qui est important. Lorsqu'on cherche la bonne information, il faut aller sur des médias comme le vôtre, indépendants, où on nous donne la parole, qu'on donne la parole à des auteurs comme moi qui sont indépendants. Oui, tout à fait. Voilà. Et l'indépendance, malheureusement, de M. Jean-Michel Cohen, il n'a pas déclaré ses conflits d'intérêts avec certains grands groupes agroalimentaires. Donc voilà, il faut être très, je dirais, prudent lorsqu'on conseille, je dirais, des modes alimentaires ou une bonne façon de manger, parce que comme me le dit Pierre-Marie Martin, en fait, la nutrition est une nouvelle science. C'est un peu comme la chirurgie au Moyen-Âge. Oui. Donc ni vous ni moi n'avons envie de se faire opérer avec des techniques du Moyen-Âge. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc il faut rester prudent et très humble par rapport à la nutrition. Il y a beaucoup de modes alimentaires aujourd'hui qui existent et à notre disposition. Parce qu'en fait, on vit quand même une époque formidable, comme je dis dans le livre. On a le choix entre beaucoup de choses. Et malheureusement, on a trop le choix. Et on ne fait pas souvent les bons. Parce que on est régulièrement, je dirais, désinformé. Et tout ça pour des questions de coût. Parce que les annonceurs, par exemple, qui annoncent des spots publicitaires à la télévision, donc qui financent les chaînes de télé, en partie, proviennent en fait de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire représente le premier secteur industriel français. Donc voilà, vous connaissez la puissance des lobbies. Oui, tout à fait. Voilà, il ne faut pas les nier. Voilà, il faut pas nier, ça existe. Donc il faut aller chercher la bonne information et ensuite avoir encore un petit peu de faculté d'analyse pour prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est le travail de mon livre, de dénoncer cette société toxique. Pourquoi en fait on nous vend des produits toxiques, comment c'est arrivé aujourd'hui sur le marché et de quelle façon aujourd'hui on peut s'en sortir, parce qu'il y a des solutions, on peut s'en sortir. Comment échapper aux OGM? En fait, c'est assez simple. C'est que les OGM, en fait, ce sont des semences hybrides. Donc tout ce qui est bio, en fait, est exempt d'OGM. Et ce que je vous dis là, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, on avait donc une ministre qui à l'époque, a fait passer une loi permettant à avoir une infime pourcentage d'OGM d'un produit labellisé AB. C'est assez fantastique parce que quand elle était ministre, en fait, elle a un parcours professionnel. En fait, elle a travaillé, alors c'est peut-être un hasard, dans le plus grand groupe, un grand groupe d'avocats américains où elle avait comme client Monsanto. Ouais. Mais bon, on dira que c'est un hasard. D'accord. Donc voilà, après, il ne faut pas mettre en doute le bio. C'est vrai qu'il peut y avoir des tricheries, il y en aura de plus en plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur un marché et puis discuter avec son paysan, même si le paysan n'a pas le label bio, et que vous allez sur son exploitation, et puis il faut lui faire confiance, voilà, parce que le label bio, en fait, s'achète. C'est un coût. C'est des contrôles, mais voilà, on peut toujours tricher, et il y a de la triche, effectivement. Paraît-il que c'est très bien contrôlé. Oui, alors en France, il faut le dire, c'est très bien contrôlé, en Allemagne également. Il y a le label AB, il y a le label Déméter également. Donc il y a différents labels qui sont avec des contraintes assez fortes, des normes qui sont rigoureuses. Alors ce qui est marrant également, lorsque j'ai vécu au Québec, j'ai essayé d'acheter bio. C'était très souvent importé. Il m'est arrivé même d'acheter des poivrons à Montréal qui étaient importés d'Israël, pour
vous dire quand même le chemin qu'ils font, vous voyez. Ou alors de Californie, fou, le plus souvent du Mexique. Et il faut savoir que donc c'était labellisé avec le label organique, qui est le label bio des États-Unis. Mais il faut savoir que les normes en fait ne correspondent pas à l'Europe. Ah bon, c'est pas les mêmes normes? C'est pas les mêmes, elles sont plus faibles. Remarquez au niveau de la Commission européenne, ils sont en train de baisser les normes du bio. C'est fou. On nous fournit un petit peu plus encore de produits. Pourquoi? Tout ça, c'est des intérêts financiers en fait. C'est plus facile aujourd'hui, c'est vrai, de produire avec des pesticides, des engrais et des semences hybrides. On peut avoir des clones de tomates. Le pousse aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, sous d'immenses serres, avec des plants de 5 mètres de haut. Donc c'est facile. Mais il faut savoir en fait que cette tomate peut être entre 5 et 50 fois plus faible en nutriments. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous mangez une tomate d'un paysan, c'est comme si vous en mangez 5 tomates industrielles. C'est beaucoup moins riche en fait en nutriments. Donc voilà, il faut faire confiance en fait au label, pas les yeux fermés et puis quand même essayer d'aller vraiment s'approvisionner auprès des paysans. C'est vraiment important. Alors parlons du soja. Le soja est de plus en plus décrié par certaines personnes. Pourquoi? Alors c'est une question que je me pose et que me posent pas mal de lecteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport au soja. Je connais pas encore les tenants et les aboutissants. J'ai dans mes contacts un médecin nutritionniste qui s'appelle Jérôme Bernard Pelé, qui est extrêmement compétent. Il a pu avoir un débat avec Jean-Michel Cohen, justement, sur le végétarisme, où il a vraiment tenu tête, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui vraiment se source avec des études, et des études indépendantes. Et lorsque je lui ai posé la question au niveau du soja, il me dit, écoute, il n'y a aucune étude indépendante sérieuse qui prouve que le soja ait une quelconque nocivité. Parce que souvent les études vont nous dire oui mais il y a des phytoestrogènes, donc ça peut être facteur, voilà, comme les perturbateurs endocriniens, vous voyez. Mais si on en mange des quantités énormes, voilà, il y a des études où ils ont fait manger à des gens quasiment 300 grammes de tofu. Le tofu, pour vous demander un asiatique, c'est même pas 30 grammes par jour, quoi. Bon, il faut en manger peu, et souvent en plus, ils font pas la différence entre du soja OGM et puis du soja bio. On a des plants de soja bio aujourd'hui en France. Donc si on en consomme peu, que ce soit du tempeh, qui est une forme fermentée du soja qui est excellente, ou peu de tofu, voilà, il ne faut pas consommer du lait de soja, des yaourts de soja, tout ça c'est des produits transformés à base de soja. Voyez, on peut prendre du lait de riz, du lait de... Alors voilà, le lait de riz, le lait d'amande, pareil, bon, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Bon, on en consomme peu. On consomme généralement du lait avec des céréales le matin. Donc c'est pas forcément le meilleur petit déjeuner. Donc plutôt se diriger, oui, vers des végétaux. Le soja, il n'y a pas, si j'en crois donc Jérôme Bernard Pelé, il n'y a pas de nocivité sur le soja, pour peu qu'on n'en consomme pas des quantités énormes. Voilà, il faut vraiment diversifier son alimentation, et surtout quand on commence à manger beaucoup d'alimentation végétale, on s'aperçoit qu'on a une grande diversité au niveau de nos choix et de nos produits. Donc j'ai fait pas mal de recettes que j'ai mises dans le livre aussi, où j'explique aux gens qu'il faut avoir une nourriture diversifiée et de saison. Et là, on a tous les aliments en fait qui correspondent à nos besoins nutritionnels. Alors justement, comment équilibrer ces repas? C'est relativement simple. Le fait d'équilibrer ces repas, c'est qu'à dire il faut toujours une portion de légumes très importante. Donc là aussi, on peut manger des légumes crus, on peut manger des légumes vapeur. Il faut éviter tout ce qui est friture. Voilà, on peut manger de très bonnes légumineuses aussi, qui sont une source de protéines. On entend beaucoup parler des protéines, de l'importance des protéines. Mais il faut savoir que dans tous les légumes, nous avons des protéines. Il faut savoir que la protéine, il ne faut pas en manger aussi des quantités énormes. Aujourd'hui, on mange quasiment 80 kg de viande par personne. En France, c'est quasiment 5 à 10 fois plus ce qu'on consommait avant-guerre. Donc on en consomme beaucoup trop d'aliments riches en protéines. Sachant que le lait maternel, c'est là où on a le maximum de besoins lorsqu'on est bébé. Je crois qu'il contient à peu près 5 ou 6% de protéines. C'est relativement peu. Et donc il y a de très bonnes protéines dans les végétaux. Vous avez aussi des bonnes protéines dans les céréales. Voilà. Et puis après, il faut éviter les principaux facteurs d'allergènes qui sont par exemple le lactose, donc le lait, on en a parlé, mais aussi le gluten. Ah oui, le gluten, c'est un problème. Le gluten, voilà, est fait à partir aujourd'hui c'est de la protéine de blé. Malheureusement, le blé a muté. Donc là aussi, pour des questions toujours d'argent et de productivité. C'est-à-dire qu'on a fait des croisements hybrides entre les semences. Ça a donné en fait aujourd'hui un blé, qui est le blé industriel, qui a 42 chromosomes. Et le blé original, donc le blé originel en a que 12. Donc nous, on a
un chromosome en plus, on a des déficiences. Hein. Donc vous avez imaginé là, il y a 4 fois plus de chromosomes. Notre corps ne reconnaît plus, donc là aussi c'est le professeur Joyeux qui en parle. Ça nous crée des porosités intestinales. Donc comment bien équilibrer un repas? Il faut chercher en fait des sources, principalement des sources végétales. Si on continue à manger, je dirais, de la viande ou du poisson, ben, c'est maximum une fois par jour. Donc des protéines animales, vous pouvez la trouver dans les œufs aussi. Voilà, donc si vous consommez des œufs le soir, des œufs mollets ou une omelette, ben, le midi vous consommez plutôt des lentilles, vous voyez, ou des pois, des légumineuses. Donc avoir un repas sur 2 avec des protéines animales. Donc ça va nous protéger aussi de toutes les maladies cardiovasculaires qui sont la première source de maladies quand même dans les pays civilisés, là où on mange beaucoup de viande. Et là aussi c'est pas normal. Je dirais un vrai carnivore, un animal, je dirais un lion ou un chat, il meurt pas de maladies cardiovasculaires. Ouais, c'est vrai. Donc nous en fait nous sommes malades, de plus en plus malades. On nous dit qu'on va bien et qu'on vit plus vieux qu'avant, mais on prend des médicaments de plus en plus jeunes. On a des enfants aujourd'hui qui naissent avec des cancers, des maladies dégénératives sont de plus en plus nombreuses, Parkinson, l'Alzheimer, tout ça c'est lié à la bouffe. Hein. Voilà. Et la bouffe, justement, ce terme de bouffe, c'est pas joli comme mot. Pas du tout. On mange, voilà, on s'alimente, on se nourrit. Et là, en fait, on a banalisé en fait le fait de manger. Donc manger équilibré, on peut trouver plein de sources aujourd'hui sur Internet ou dans des livres. Ça devient un boulot, hein, ça devient un véritable travail. Hein. Ça demande beaucoup de temps, mais vous le savez mieux que quiconque. Si vous vous intéressez à un domaine, vous voulez vraiment fouiller et avoir de bonnes informations, il faut passer du temps. Ah oui, absolument, Voilà, donc après il faut que ça devienne une priorité, sincèrement. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de témoignages, vous savez, autour de moi, des gens qui ont même guéri avec l'alimentation en reconsidérant leur monde alimentaire. Hein. Donc j'explique dans le livre aussi, c'est pas facile, il y a des problèmes de couple, il faut en parler aussi aux enfants. Quelquefois, voilà, on n'arrive pas aussi à communiquer notre choix à l'autre. Donc tout ça, c'est aussi dû à plein de préjugés. Voilà, on se rend pas compte qu'en fait, on creuse vraiment notre tombe avec ce que nous mangeons. Et c'est de plus en plus grave aujourd'hui. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Alors, on souffre d'intoxication alimentaire, mais on souffre aussi d'intoxication par les médicaments. Oui. Ben, en fait, est-ce qu'on nous fait mal manger pour nous rendre malades? Bon, on n'est pas très loin du complot, là. Mais, bon, je dirais oui, il y a des liens, parce que de toute façon, les actionnaires, c'est les mêmes. Hein. Les actionnaires, c'est le 440, les Dow Jones. Hein. Tout ça, c'est des grandes corporations aujourd'hui. Voilà, qui sont toutes cotées en bourse et leur principal objectif, c'est de faire de l'argent. Donc il y a véritablement, depuis je dirais les années 70, un véritable médecine business. Je prends un exemple, par exemple, avec les statines, qui sont là pour faire baisser le cholestérol, et on peut le faire baisser simplement en modifiant son alimentation. Donc voilà, en France, on a la grande chance d'avoir un système comme la sécurité sociale, en fait, donc on se rend pas compte qu'on achète des médicaments. Et je me suis fait cette remarque parce qu'au Québec, en fait, c'est beaucoup plus rigoureux. Ils ont une carte qui s'appelle la carte Soleil, un système de santé qui est beaucoup plus privatisé qu'en France, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent pour bien se faire soigner. On peut aller aux urgences, on peut attendre 24 ou 48 heures si on n'a pas d'assurance. Donc il vaut mieux pas tomber malade au Québec. Il ne faut pas que ce soit urgent. Oui, il faut pas que ce soit urgent. Mais malheureusement, donc ils prennent conscience des coûts en fait. Ils vendent des médicaments, vous voyez, ils vendent pas une boîte, ils vendent juste par exemple une tablette ou la quantité exacte. En France, on est beaucoup plus laxiste. Et là, je me pose la question, à qui ça profite? Alors on nous dit oui, mais la sécurité sociale c'est pour les hôpitaux et tout. Oui, mais bon, on est en train de couper les budgets. Les hôpitaux sont des états de délabrement, c'est assez incroyable. Hein. C'est comme les commissariats de police. Hein. Tout est laissé un peu à l'abandon. Ils ont de moins en moins de moyens. À qui ça profite? Ça profite principalement au labo. Et quand on sait qu'il y a aujourd'hui des médecines naturelles, notamment à base de l'alimentation, il y a le jeûne aussi. Ah oui, justement. Le jeûne, quand même, c'est extraordinaire le jeûne. Justement, que pensez-vous du jeûne et que peut apporter le jeûne? Le jeûne, c'est quand même assez incroyable. Ça a été reconnu en fait d'utilité publique par l'URSS, je crois que c'était dans les années 1950. Ça a été, il y a même un docteur qui était un prix Nobel. J'ai pas la mémoire des noms, excusez-moi. Je crois que c'était dans les années 1920 qui a découvert en fait les vertus du jeûne. Des choses
vraiment assez extraordinaires. Ça pouvait guérir la dépression. Des jeûnes de 5 jours, des jeûnes de 10 jours, des jeûnes jusqu'à 30 jours. Un homme normal, en fait, peut jeûner, et ça aussi, c'est un docteur en médecine qui a un prix Nobel qui le certifie, qu'un homme de corpulence moyenne, 1m75, 70 kg, peut jeûner, c'est-à-dire peut arrêter de manger pendant 40 jours. C'est vrai, Donc ça nous donne confiance. Si jamais il n'y a plus rien à manger ou qu'il faut être en survie, on peut jeûner. C'est là où je dis, le gras, c'est la vie. Au plus on est gras, au plus on a de réserves. Donc aussi, il faut garder un petit peu de masse graisseuse en cas d'effondrement économique. Mais sinon, plus sérieusement, donc le jeûne peut guérir aussi beaucoup de pathologies. Et donc il y a des cliniques. En Allemagne, c'est reconnu, mais en France, non. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des informations sur le jeûne. Après, il y a des jeûnes, on appelle ça des jeûnes intermittents, jours par semaine. Vous avez des jeûnes monodiètes, c'est-à-dire pendant 3 jours, vous mangez ou des pommes, en automne, ou alors l'été, c'est du raisin. Qui va purger, ça va purger en fait, ça va aider à purger notre corps. C'est aussi efficace que le jeûne total? Non, c'est pas les mêmes fonctions. En fait, je dis que par exemple le jeûne intermittent, c'est comme si on nettoyait la poubelle de la cuisine. Vous savez, vos poubelles à la cuisine, on jette tous les soirs. Quelquefois, on la récure. Mais notre corps, si on réfléchit, on n'arrête pas de manger. C'est vrai. Donc il faut le nettoyer. Alors si on mange, c'est vrai, beaucoup plus végétal, on a plus de fibres. Déjà, il faut dire qu'il faut aller au sel. Généralement, la moyenne, c'est 3 fois par jour. 2 fois, c'est le minimum. Si on y va moins que ça, c'est qu'on a un problème de transit. Donc il faut augmenter les fibres, notamment les légumes crus et les aliments à base de fibres. Donc ça, c'est important que notre corps se nettoie. Parce que, par exemple, vous voyez, la viande, comme on a des intestins d'herbivores, nos intestins, en fait, sont très longs par rapport à notre corps. Les intestins des carnivores sont courts. Pourquoi? Parce que la viande se putréfie. Donc il faut l'évacuer rapidement. Donc nous, en plus, on prend l'exemple typique. Allez, on se prend le steak frites. C'est indigeste au possible. Pourquoi? Parce que la viande, en fait, va se digérer dans un milieu acide, c'est-à-dire entre 7 et 8, et l'amidon va en fait se digérer dans un milieu alcalin, entre 2 et 3. Donc là, il va y avoir un conflit au niveau de la digestion, vous voyez. Donc ça va créer des perturbations et puis surtout une grosse fatigue. Donc là aussi, quand on mange mal ou quand on mange trop, vous voyez par exemple des repas de fête, quand on mange beaucoup, généralement 2-3 heures après, on se fait une sieste ou on est fatigué. Donc en fait, on dépense de l'énergie aussi en digérant. Donc voilà, tout ça, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte. Et le jeûne permet justement de nettoyer. Alors si on a une pathologie, je dirais, qui est importante, ça peut être des jeûnes longs. Ou alors si on veut vraiment faire un jeûne, je dirais comme ça, de temps en temps, le faire au moins 1 fois par an, ou sinon 1 fois par saison. Voilà, et on peut faire un jeûne intermittent ou un jeûne de 2-3 jours, ça suffit. Je dirais, même pour les moins courageux, aller 1 journée. Oui, c'est facile. Boire beaucoup d'eau, voilà, se nettoyer. Le vrai jeûne, en fait, c'est à l'eau. Oui. C'est Shelton, je crois, qui avait découvert ce système de jeûne et qui avait écrit un livre remarquable sur le sujet, pareil, dans le début des années 1900. C'est le jeûne total à l'eau. C'est le premier que j'ai fait, en fait, que j'ai expérimenté, que j'ai fait pendant 3 jours. Alors, j'avais fait une émission il y a très peu de temps avec un intervenant qui disait qu'on mangeait trop, évidemment, qu'on pouvait manger qu'un repas par jour, finalement, suffisait, et surtout pas prendre le petit déjeuner, justement, que c'est une hérésie de manger le matin, parce que on pouvait très bien tenir le coup avec ce qu'on avait mangé la veille au soir. Oui, c'est une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je mange, par exemple, plutôt souvent. Tout dépend, en fait, les besoins de chacun. C'est vrai qu'on a une vie aujourd'hui où nos repas sont rythmés. En fait, il faudrait manger quand on a faim. Oui, c'est ça. Tant qu'on mange de bonnes choses, quelquefois on me demande de modifier le mode alimentaire d'une personne, tout ça, donc on discute et j'apporte quelques conseils. Je n'enlève rien, en fait, je rajoute que des bonnes choses. Bon, les gens sont ravis, tu vois, c'est super, j'enlève rien. Non, mais rajoute ça, rajoute l'herbe de jus de blé, rajoute de la germination, rajoute un peu de cru dans ton assiette. Au plus on rajoute de bonnes choses, au moins on a de place pour le mauvais. Et on se rend compte que les bonnes choses, après, notre corps en a besoin et on va en avoir envie. Tout à fait. Vous voyez? Ouais, c'est vrai. Un exemple tout bête, moi je refusais je mangeais pas d'ail, pour plusieurs raisons. Je dirais on avait un mauvais goût dans la bouche, et surtout parce que je le digérais pas. Quand j'ai connu les vertus incroyables de l'ail, j'ai commencé à le manger, alors cuit, rôti au four, ça passait bien, et là j'arrive à le manger cru. Parce que mon corps en fait s'est habitué, et tout comme je mange pas de viande, pourquoi? J'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir, mon corps refuse aujourd'hui de manger des mammifères, totalement. Donc c'est même pas, je me force pas, vous voyez, c'est notre corps qui parle. Une fois qu'on a des informations, je crois vraiment à la puissance du mental et notre cerveau. Oui, absolument.
Notre Quand on esprit. comprend que ça nous interpelle de l'intérieur, peu importe le sujet, hein, il faut écouter son cœur. On sait si c'est vrai ou pas. Oui, c'est vrai. Je dirais souvent, les gens voient que je suis sincère, je transpire la sincérité dans mes écrits, dans mes shows, dans mes entrevues, et quand ils me parlent, c'est le même. Je joue pas un rôle, je me suis pas approprié quelque chose. Je l'ai fait vraiment avec le cœur, l'envie et la sincérité. Et ça, je vous dis, je sais que les gens le sentent. Voilà. Et quand on sait qu'une information est cohérente, est vraie, notre corps l'assimile d'autant plus. Tout à fait. C'est incroyable comme on peut changer les habitudes, se métamorphoser. Oui. Et ça ne doit pas se faire sous la contrainte. Ah non, ça se fait en prise de conscience. Oui, et l'alimentation c'est formidable parce que on aime tous bien manger quand même. Voilà, on peut se faire des bons restaurants, et là aussi j'encourage les gens à aller dans les restaurants français, mais qui ont encore un vrai chef. Oui. Vous savez que la moitié des restaurants aujourd'hui, c'est des fours à micro-ondes dans les cuisines, et ils achètent des plats préparés. C'est ça le problème. C'est que des petites usines de transformation. Alors il y a un joli décor, une jolie musique, une jolie serveuse, mais en fait il n'y a pas de cuisine. Donc, mais par contre en France on a encore cette chance-là, et je collabore avec des chefs et des grands chefs, et c'est toujours un régal de les voir travailler. Et je leur transmets en fait des informations sur justement la cuisine végétale, parce que j'ai été forcé, quand mon corps refuse de manger de la viande, il a fallu que j'apprenne. Et là j'ai appris donc au Canada, aux États-Unis, donc à cuisiner végétarien, et puis végétalien, et puis cru aussi, et puis et faire des choses assez bonnes et puis extraordinaires. Et c'est vrai que c'est une demande aujourd'hui du public de retrouver dans les restaurants une option végétale. C'est vrai. Vous voyez, et on peut faire des choses qui sont très bonnes. Vraiment, c'est pas. On rajoute aujourd'hui, et les restaurateurs me l'ont expliqué, et c'est un argument qui se tient. Il dit, tu sais, Gilles, quand il n'y a pas de viande ou de poisson, on peut pas vendre le prix. Tu vois, ça fait baisser en fait l'addition. C'est vrai. Et ça fait baisser notre chiffre. Vous voyez, on calcule encore en rentabilité, en argent. C'est ça le problème. Il faudrait vivre sans argent, ce serait mieux. Alors, ou en monnaie locale, ou en troc, je sais pas. On peut toujours être idéaliste. Mais il y a des idées. C'est à creuser. On peut tout changer. Quand on veut, on peut. De toute façon. Oui. Quand on veut, on peut. Par contre, il faut commencer à s'organiser. Alors, parce que là, c'est un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que la force d'une armée, c'est le nombre. C'est vrai. Donc c'est nous qui sommes le plus nombreux. Si on n'est pas content par rapport à ceux qui nous dirigent, c'est à nous de faire entendre notre voix. Et puis si on écoute un peu Étienne Chouard, on sait que ça ne va pas se faire par la voix, je dirais, des urnes. Que nous avons reçu ici il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc voilà. Comme je dis dans mon livre, il faut se battre pour ses convictions profondes, peu importe quelles qu'elles soient. Mais il faut qu'on ait chacun, je dirais, notre propre combat. Tout à fait. Voilà, il faut pas rester passif. C'est la pire des choses à faire, surtout à notre époque. Oui, absolument. Combattre la désinformation, ne pas suivre aussi tous les moutons, toute cette propagande là qui fait des effets de foule. Il faut toujours s'interroger lorsqu'on voit une photo, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, quel est le but, voilà. Donc on peut parler de plein de choses, mais l'alimentation c'est la même chose. Il faut pas acheter ce qu'on voit en publicité en fait. Voilà. Exactement. Donc, tout ce qu'on voit en publicité en fait il faut pas acheter. Vous verrez jamais des publicités sur le brocoli ou non, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est encore un bon référent pour ceux qui regardent encore la télé. C'est d'arrêter d'acheter ce qu'on nous propose en publicité. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors on pourrait parler aussi des graines germées. Oui, les graines germées. Donc j'en parle dans Hit. C'est en fait, on peut faire un petit potager dans sa cuisine. J'ai commencé en fait à faire la germination lorsqu'on était au Québec, assez isolé dans les bois, un hiver très rigoureux pour notre premier hiver là-bas, et donc on n'avait pas accès à un potager ou une terre où faire pousser en fait du verre. J'avais vraiment cette envie de verre avec mon épouse, et donc on a commencé à s'instruire sur les germinations. Alors c'est très simple. Il faut des germoirs sous forme en fait de plateaux ou alors sous forme de petits, je dirais, contenants en verre, qui peut être des bocaux en fait avec un petit filet pour faire passer l'air, et puis pour pouvoir rincer les graines. Et puis on peut faire germer des pois chiches, on peut faire germer des lentilles, on peut faire germer de la luzerne, du radis rose, etc. Il y a plusieurs types de germination. Et la germination, c'est la vraie alimentation vivante. Ah oui. C'est en fait le début je dirais, de la vie. C'est la base. La base. Et la base de la vie, c'est là où on a le plus, en fait, de nutriments. Par exemple, dans un pois chiche qui va germer, il va avoir 10 fois plus de nutriments qu'un pois chiche qu'on va faire cuire. Voire plus, selon les vitamines, les minéraux, etc., qu'on va trouver dedans. Il va être beaucoup plus riche en protéines. Et oui, parce qu'il va pas
pas être dénaturé, il va pas être cuit. Dès qu'on cuit en fait un aliment, on va détruire des nutriments. Donc c'est pour ça qu'il faut les cuire peu, les cuire plutôt à la vapeur que dans des très hautes températures. Et donc les manger crus, alors moi c'était une surprise. La première fois que j'ai mangé des pois chiches germés, sincèrement je pensais pas que ça allait être aussi bon. Ça a vraiment un goût particulier, un peu un goût de noisette aussi. C'est très rassasiant parce que moi je mange pas mal quand même, je pèse quasiment 100 kilos, donc il faut que je mange. Mais le fait de manger cru, on est vite rassasié. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on mastique. En mastiquant, puisqu'on doit mâcher, en fait, il y a beaucoup de fibres, etc. Donc c'est qu'on va déclencher le sentiment de satiété beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais lorsqu'on mange donc des pois germés, comme ils sont beaucoup plus riches en nutriments, ben, notre corps va être rassasié aussi plus vite. Et c'est vraiment la germination, j'encourage les auditeurs à vraiment s'intéresser à ça. Alors on peut l'acheter déjà faite pour les moins courageux, et on peut la faire chez soi, c'est très simple, et on peut la faire avec des enfants, et c'est fantastique, parce qu'au bout de 2-3 jours, le germe est apparu, et là on peut manger. Et là, l'enfant voit, en fait, qu'il a fait, pousser un produit, pousser un aliment qu'il a fait revivre. Alors, on fait comme des salades après, finalement. Après, donc, voilà, vous pouvez en faire comme vous pouvez les manger comme des salades, avec des légumes ou avec des féculents, enfin, peu importe. Ça s'agrémente, en fait, comme des pois chiches ou des légumineuses. Comment se désintoxiquer ? Il y a plusieurs façons. Alors, on a parlé du jeûne. Oui. C'est vrai que le jeûne, en fait, est une bonne pratique pour rapidement se désintoxiquer. On l'a vu, donc, soit le jeûne à l'eau, soit le jeûne monodiète, avec un seul aliment, soit aussi le jeûne avec des jus de légumes. Oui. Là, on a quelqu'un de remarquable sur le sujet, il s'appelle Thierry Casas-Novas. Il fait beaucoup de vidéos sur Internet, et puis ça a été un des précurseurs en France à promouvoir les vertus des jus de légumes. Donc pour ça, il faut un extracteur à jus. Et ça, on peut vraiment se détoxifier. Alors, se détoxifier, c'est pas vraiment le mot adéquat. On peut se réalcaliniser. Parce qu'en fait, la problématique, on a parlé avec les oméga-6 de l'inflammation de notre corps, c'est qu'on a un corps qui est devenu beaucoup trop acide. Donc notre corps, en fait, est constitué à 3/4 d'eau. Ouais. Donc comme le pH du lipicide, il doit être neutre. Et notre pH, le pH de notre corps, c'est 7,34. Malheureusement, on mange 80% d'aliments acides. Les aliments acides sont tout ce qui provient d'un animal, œufs, lait, viande, poisson, etc. Toutes les céréales, les sucres, le café, toutes les gourmandises, les gâteaux et tout ça c'est acide. Bah tout ce que je mange pas alors, ça va, je suis tranquille. Tout ce qui est alcalin, donc c'est les fruits, les légumes, l'eau par exemple, et les jus de légumes sont très très alcalinisants. Donc voilà, il faut en fait avoir une bonne répartition, au moins 3/4 d'aliments alcalinisants et un quart d'aliments acides. Après notre corps régule, vous voyez. Oui. Mais aujourd'hui on a beaucoup trop d'acidité. Donc en fait il faut réalcaliniser notre corps. Après il y a des choses assez fantastiques qui sont l'eau de Quinton. Alors René Quinton, c'est quelqu'un qu'il faudrait réinventer. Ah oui alors. Oui, vous connaissez, les auditeurs connaissent René Quinton. Oui. Voilà, avec l'eau de mer de René Quinton, c'est une ampoule d'hypertonique le matin, 1 ou 2 ampoules le matin, on réalcalinise le corps là, sur un petit mois. Et il y a plein d'autres vertus aussi avec l'eau de Quinton. Moi j'ai guéri d'une sciatique très profonde cet été, la médecine traditionnelle n'en venait pas à bout, et avec 3 séries d'injections, je me suis mis à la 3e piqûre à galoper comme un lapin. Ah oui. Oui. Ah oui, mais il y a des infirmiers qui pratiquent les injections d'eau de Quinton. Formidable. Hein. Donc voilà, en fait, il faut réalcaliniser son corps, le remplir et l'enrichir en minéraux. Alors c'est marrant, quand les nutritionnistes que j'entends à la télé qui nous préviennent sur les carences, attention aux carences, vous voyez, les carences en fer, en calcium. Alors le calcium, c'est rigolo parce qu'ils se confondent là en Henri Joyeux, qui est quand même une sommitaire en la matière, le gars est cancérologue, où il dit au plus on consomme de lait, au plus notre corps donc est acide. Et pour en faire baisser l'acidité, souvent notre corps va pomper dans les os le calcium pour faire baisser l'acidité. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire au plus on consomme de produits laitiers, au plus on a des chances d'avoir des cas d'ostéoporose. Et ça, même sans avoir fait d'études sur le sujet, je m'en étais rendu compte, puisque j'avais, quand même, avec du gros bon sens, j'avais remarqué, en regardant donc des articles et des études, que des femmes qui vivaient dans des pays nordiques où on consommait beaucoup de lait, en Europe et aussi donc aux États-Unis, donc avaient beaucoup de cas d'ostéoporose. Et les pays du Sud, ou en Afrique par exemple, où on consomme peu de lait ou pas de lait, il y avait moins de cas d'ostéoporose. Le fer, pareil, le fer qu'on trouve dans les végétaux. Oui, on trouve du végétaux avec du fer et du calcium. Parce que le fer et le calcium est dans beaucoup de végétaux. Dans le chou rouge, par exemple, et puis aussi dans des lentilles, etc. Donc c'est un fer, en fait, que notre corps va fixer, et puis il va correspondre vraiment à nos attentes. Il va être parfaitement dosé.
Donc il faut pas craindre d'avoir des carences lorsqu'on mange beaucoup de végétaux. En fait, les gens qui sont en carence sont ceux qui mangent beaucoup trop d'aliments acides et beaucoup trop de nourriture morte. Ouais. Vous savez, dans le fameux steak haché frites, on n'a pas beaucoup de minéraux et de vitamines. Ça, c'est sûr. Alors, quelqu'un qui a de l'ostéoporose et qui s'arrête, qui change son alimentation, est-ce que c'est réversible, qui arrête les produits laitiers, est-ce que c'est réversible? Je suis pas thérapeute, je suis pas naturopathe. J'ai eu beaucoup d'informations qui vont dans ce sens, effectivement. Comme le dit le professeur Pierre-Marie Martin dans mon livre, on peut changer les choses à tout âge. Oui. Bon, c'est sûr qu'on aura plus de chances en fait de prévenir le cancer, puisqu'il dit la chose quand même très juste, c'est que une alimentation adéquate, donc comme on l'a vu quand même essentiellement basée à 80% sur du végétal, peut prévenir un cancer sur 3. Et l'alimentation, en général, peut accélérer ou ralentir un cancer sur 2, selon comment vous vous rendez compte. C'est vrai. Et là, il me dit la chose qui m'a un peu choqué, il n'y a aucune drogue qui fait ça. Et en fait, quand il parlait de drogue, il parlait de médicaments. Il n'y a rien de plus efficace que l'alimentation pour prévenir ou pour ralentir le développement d'un cancer. Et puis essayer de stopper justement toute cette nourriture artificielle. C'est le pire ennemi en fait de notre santé, Vivons au naturel. Alors, nous sommes tous acteurs de notre propre vie. Les lobbies sont très puissants, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, que peut-on faire? Il faut prendre conscience pour vraiment inverser les tendances et aller vers une transformation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours le choix. Il faut se rendre compte de notre pouvoir. C'est notre pouvoir de consommateur. Voilà. Ces industriels aujourd'hui, ils en veulent à notre argent. Ce qui est logique, c'est notre société, je dirais, de consommation qu'il veut. Voilà, c'est pas par malhonnêteté, mais c'est leur but. Le but d'une société, c'est de faire du profit. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc il faut le comprendre. Il faut comprendre que tout ce qu'on nous dit, notamment sur les médias mainstream, très souvent, ce sont des gens qui ont des partis pris, qui ont des conflits d'intérêts. Soit, pourtant, on voit des émissions intéressantes qui passent sur des chaînes, je dirais, nationales, mais on voit trop peu souvent, je dirais, des nutritionnistes qui débattent. C'est vrai. Le professeur Henri Joyeux va quelquefois en télé. Bon, moi, j'ai fait un passage sur le Grand Journal à l'époque, à Noël dernier. C'est assez rare. Vous voyez, donc, par contre, on a accès quand même à ce type de médias. Donc, pour moi, c'est une bonne chose parce qu'il faut donner, en fait, plusieurs informations à l'auditeur. Il faut que la personne puisse faire son choix. Mais aujourd'hui, on nous pousse trop vers cette pensée unique. C'est vrai. Donc, il faut faire attention aux messages que l'on reçoit. Et donc, il ne faut pas croire aussi tout ce qui est marqué sur les étiquettes. Malheureusement, il y a des triches de plus en plus. On l'a vu avec la viande de cheval. Mais bon, c'était arrivé 10 ans avant aussi avec des raviolis, etc. On en avait moins parlé. Donc, on en a beaucoup parlé parce que le sujet, quand même, est intéressant. Donc, je vois que les Français s'intéressent vraiment à cette problématique. Et après, donc, pour s'en sortir, achetons local. Faisons l'effort de prendre un peu plus de temps pour aller sur les marchés. Faisons l'effort de prendre un peu plus de temps pour s'informer. Avec des livres, avec des vidéos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Et puis après, prendre un peu de temps. Alors, ça fait beaucoup de petits temps, mais bon, on a chacun nos priorités. C'est vrai. Prendre encore un peu de temps pour faire la cuisine. La santé n'a pas de prix. Mais malheureusement, on s'en aperçoit lorsque c'est trop tard. Malheureusement. Cigarettes et alcool, drogue, évidemment, est à proscrire. Pourtant, on peut acheter de l'alcool et de la cigarette, c'est en vente libre. Je prends toujours l'exemple du paquet de cigarettes. Très souvent, il y a marqué « fumé tu ». C'est vraiment un très gros aujourd'hui, c'est quasiment la moitié du paquet. Donc je fais remarquer à mes lecteurs que on nous les vend quand même, c'est autorisé à la vente. C'est vrai. C'est en vente libre. Il faut savoir que 80% du prix est reversé à l'État. Qui en fait s'en sert pour la sécurité sociale, pour soigner les gens qui sont malades de la cigarette. C'est incroyable. C'est sûr. Donc on peut se poser la question sur les canettes de Coca-Cola. Est-ce que c'est bon pour notre santé? Sur l'aspartame, est-ce que c'est bon pour notre santé? Sur tous les additifs qui sont à base de molécules chimiques, dont la plupart sont cancérigènes. Il y a un livre aussi remarquable de Corinne Gouget qui a écrit donc Additifs alimentaires danger, qui a fait un travail extraordinaire, un vrai combat pour justement montrer en fait que la plupart des additifs sont dangereux. Mais malheureusement, on l'a vu à cause des études qui sont, avec des conflits d'intérêts, puisque ce sont les industriels en fait qui payent des chercheurs pour faire homologuer en fait les produits après aux agences sanitaires gouvernementales. Vous savez, pour la mise en circulation. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on consomme.
de plus en plus, si on veut garder la santé, il faut manger différemment en fait. Il faut modifier son mode alimentaire. Alors vous donnez des conférences un peu partout, en France, à l'étranger? Mais je suis très content ça fait 1 an et puis on en a donné plus de 70 aujourd'hui, plutôt en France, en Belgique, en Suisse et aussi au Québec. Donc là on termine la tournée qui aura duré quasiment 2 ans. Et puis je finis dans ma ville de naissance à Marseille. Voilà, et puis là je suis en phase d'écriture d'un prochain livre qui sortira en 2000. Alors chez nous dans le sud, à part Marseille, oui, bien entendu, vous venez, je sais pas, à Toulouse, Nîmes, Nice. Mais j'y suis venu 2 fois en fait. Je suis venu en 2014 et je suis venu en 2015. Et j'oublierai pas de vous inviter. D'accord, merci. Et je viens régulièrement et puis l'enthousiasme est incroyable. Et j'ai la grande chance que quasiment toutes les conférences sont complètes. On partait avec, je dirais, 50-60 personnes au Québec. Puis on est arrivé à Paris avec, aujourd'hui on fait plusieurs centaines de personnes et puis on est très contents. Tout se fait par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux. On remercie Facebook, qui est derrière, mais on utilise je dirais cette puissance aussi des réseaux sociaux. Il faut les utiliser vraiment à bon escient. Bien sûr. Et donc on est vraiment très content de l'accueil qu'on a reçu dans toutes les régions de France. Et on vit vraiment dans un pays, on vit dans le plus beau pays du monde. Il faut le défendre, le pays. Il faut défendre le pays, il faut pas déserter. Non. Nous on est partis. Il y a du boulot, il y a du boulot à faire. Alors là, c'est passionnant. C'est passionnant, au moins on ne s'ennuie pas. Non, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a du boulot, comme vous dites, il y a du boulot à faire. Je crois vraiment que les solutions vont venir des initiatives locales. On n'a pas accès, nous, aujourd'hui, en tant que simple citoyen, je dirais, au contrôle en fait du pouvoir dominant. Il faut vraiment qu'on ait des actions locales auprès de nos maires, en essayant qu'ils arrivent à promouvoir la culture bio, qu'on arrive à avoir des repas bio dans les cantines, des options végétariennes. Ça doit être aussi le cas dans plusieurs villes de France. Et ça, c'est des initiatives que peuvent avoir encore les maires. C'est vrai. Et je pense que la fonction de maire peut être accessible aussi à un simple citoyen. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas lâcher. Et surtout, il faut se réunir au niveau local. Voilà. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site? Alors, j'ai un site qui va bientôt ouvrir. Pour l'instant, j'ai un blog. Mais l'adresse du site, c'est gilleslartigot.com. D'accord. Où là, j'ai l'ambition de réunir aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de lecteurs, sur un site internet où ils pourront s'inscrire par ville et par région. Parce qu'on veut vraiment recréer, je dirais, ce lien social. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est beaucoup trop individualisée, et le fait que les gens se réunissent avec justement autour d'un simple livre, ça peut permettre aussi d'échanger des idées au niveau de l'alimentation, puis se donner les bonnes adresses. On parlait de poulet fermier. Bon, près de chez moi, je pourrais vous donner 2-3 adresses où on peut trouver les œufs. Moi, j'ai cherché une poule pour la faire pondre. Prenez-en 2, parce qu'une poule, elle va s'ennuyer. Oui. Non, parce qu'elles vont mourir avec moi de leur belle mort, hein. Ça, c'est clair. Ok, c'est génial. C'est génial, mais ça vraiment, il faut le promouvoir, et puis c'est vraiment très gratifiant, quoi. C'est vrai. Pour terminer, vous avez un message adressé aux auditeurs? J'ai écouté, je pense avoir abordé tous les sujets avec vous. J'étais agréablement surpris par votre demande. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Donc, ce que j'aurais à dire pour terminer, c'est que on peut toujours s'en sortir. Il ne faut pas rester un genou à terre. Aujourd'hui, on vit dans une situation qui est de plus en plus dure. Ça va être de plus en plus dur. Il ne faut pas se voiler la face. Par contre, on peut toujours y réchapper, et il faut se sourcer avec des sources indépendantes. Il faut se battre pour ces convictions profondes. Il faut rétablir justement ce lien social. Et puis dire les choses lorsqu'il faut les dire, voilà. De pas rester passif. Tout à fait. On ne doit pas rester passif. C'est pour ça que cette émission est faite. On fait cette émission pour justement donner la libre antenne à tout le monde. C'est une très bonne chose. Merci Gilles Lartigot, et à très bientôt sur cette antenne, et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.